Salut tout le monde. Aujourd'hui, je commence un nouveau concept d'émission. Ça va être plus des documentaires. Fait que j'ai décidé de commencer par un sujet qui me passionne, c'est la Lune. Et qu'est-ce qui va avec la Lune? C'est les missions Apollo. Pourquoi je vais vous parler de ça? Ben, imaginez-vous si c'est faux, tout ce qu'on nous a raconté depuis 50 ans, l'impact que ça a sur nous. C'est énorme, vraiment. S'ils sont capables de nous cacher une chose pareille, on peut même pas s'imaginer qu'est-ce qui nous cache d'autre. C'est un des premiers complots avec l'assassinat de JFK. Dans le fond, c'est un des premiers gros événements que les gens ont vraiment douté. C'est là un peu que sont nées les théories du complot, le terme théorie du complot surtout. Mon but, c'est pas de dire c'est vrai ou faux, on va regarder ensemble les deux côtés de la médaille. Pourquoi que je veux parler de ça? C'est imaginer si on nous a caché ça pendant 50 ans, tout ce qu'on est capable de nous cacher, c'est incroyable. Fait que moi, mon but, c'est pas de dire qu'on est allé ou pas, c'est de faire réfléchir les gens. Dans le fond, c'est de se remettre en question sur pratiquement tout ce qu'on a appris. Parce que le passé est toujours garant de l'avenir, finalement, tu sais. Eux, ils utilisent toujours les mêmes techniques, ça marche pour nous manipuler. Pourquoi moi, je suis mieux que quelqu'un d'autre? Dans le fond, j'ai regardé beaucoup d'informations ces derniers temps. C'est quand on se re-questionne, qu'on fait du cheminement personnel, on descend vers qu'est-ce qui est fondamental de plus en plus. À force de remettre des choses qu'on a appris du passé en question, ben on va questionner des trucs encore plus bas. Fait que moi, je me suis questionné sur la réelle existence des humains dernièrement, carrément. Puis ma première réaction, ça a été de regarder la Lune, premièrement. Parce que ça a toujours été quelque chose de mystérieux pour moi. Mon intuition m'a toujours dit qu'il y avait quelque chose de plus, mais je me posais pas plus la question, tu sais. On a vu, il y a beaucoup de débunkers professionnels qui sont engagés par la NASA afin de s'attaquer à tous les chercheurs de vérité. C'est des budgets qui sont incroyables. On parle de la NASA, tu sais. On voit qu'est-ce qui se passe présentement avec les compagnies pharmaceutiques. Ils cachent la vérité carrément au public. Fait que le fait de faire questionner les gens sur des sujets plus anciens, parce que le passé est toujours garant de l'avenir. Il y a une chose que Angus One disait, c'est que l'humain, il se contente de très peu d'informations pour se convaincre de quelque chose. Si la majorité des gens vont dans un sens, on va avoir besoin d'un simple raccourci intellectuel pour nous convaincre. Puis même, c'est drôle que avant que je refasse tous mes devoirs pour faire mes recherches, pour réussir à préparer l'émission, j'avais encore des doutes, tu sais. Parce que ça fait pas longtemps quand même que j'ai fait le cheminement, que je me suis re-questionné moi-même. On nous met de la désinformation absolument partout, là. Tous les films d'espace qu'on a vus, c'était comme pour nous garder dans cet état d'esprit-là, tu sais. Tu sais, les fameuses paroles de Neil Armstrong, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, ça, on a mis ça partout. Les gens, la plupart du temps, acceptent des mensonges parce que ça demande beaucoup de recherche puis d'efforts de faire le vrai cheminement pour trouver la vérité. C'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Puis il y en a qui veulent juste pas. Ils veulent rester dans leur zone de confort, puis c'est normal. Pourquoi que moi je vous parle de ça? Qui, moi, pour vous parler de la Lune et des missions Apollo?
Ben, premièrement, ça me passionne, l'histoire me passionne beaucoup. Tout ce qui est de l'armée, des guerres. Ensuite, moi, j'ai été un travailleur en secteur nucléaire pendant 7 ans et pas un simple travailleur du secteur nucléaire. Un des rôles les plus dangereux dans ce secteur-là. Dangereux entre guillemets. On s'entend que c'est tellement réglementé. J'avais la carte de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire pour avoir le droit d'opérer une source au gamma pour faire de la radiographie. Moi, j'ai déjà reçu des rayons gamma. J'avais des dosimètres qui mesuraient mes doses reçues. Fait que je suis très conscient de l'effet des rayons ionisants. Puis on va en parler plus tard. La Terre est entourée, la planète Terre est entourée de la ceinture de Van Allen qu'on appelle Van Allen. Mais ça, c'est une concentration très forte de rayons cosmiques, encore pire que des rayons gamma. On avait des sources de gamma d'iridium 192, c'était gros comme des... Si c'était un quart de pouce de diamètre, c'était une mini capsule. Si on était en contact prolongé, puis proche de la source, c'était très dangereux. On était tout le temps à au moins 50 pieds de distance. Parce qu'avec la radiation, plus qu'on prend de la distance, l'effet du rayonnement va diminuer de manière exponentielle. Vous avez sûrement déjà vu chez le dentiste juste la façon que la pièce est faite, c'est pour bloquer les rayons. C'est juste des rayons X en plus. C'est beaucoup moins dangereux que des rayons cosmiques. Ben, durant toute les missions Apollo, il y a environ 6000 photos qui ont été prises, que ce soit sur la Lune ou dans la capsule, etc. Ça fait environ 1000 photos par mission. Présentement, je suis vidéographe. J'ai des connaissances aussi avec la photographie. Fait que quand j'ai revu les vidéos et les photos de l'alunissage de 1969, si je ne me trompe pas. Là, j'ai vite compris pourquoi qu'on nous montre plus ces photos et ces vidéos-là de la NASA, parce que c'est un peu ridicule. Là. On va voir ça ensemble. Il faut savoir qu'il y a énormément de chercheurs de vérité depuis 50 ans qui ont fait des recherches sur la Lune, qui ont trouvé des anomalies. La NASA, ils ont même effacé certaines preuves sur leur site Internet parce qu'on peut tout aller chercher les photos originales, les bandes vidéo. Il y a un paquet de trucs sur Internet qui est disponible. Eux, ils ont modifié les archives pour que les arguments des debunkers se tiennent. T'sais. Fait qu'à mesure qu'il y a eu des arguments, des faits pour démontrer que l'alunissage était fausse, ben il y a de plus en plus de debunkers qui ont trouvé des manières, des rhétoriques particulières. On nous prend un peu pour des caves. Moi, j'avais vu l'émission Mythbusters, je me rappelle. On va même revoir ensemble qu'est-ce que Mythbusters, eux, y avaient dit. Parce que tu as tout le temps la version originale de la NASA. Ensuite, les personnes, chercheurs de vérité, vont trouver des anomalies. Ensuite, tu as les debunkers professionnels qui vont venir défaire les anomalies, trouver des raisons abracadabrantes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent jamais, ces debunkers-là? C'est que les chercheurs de vérité, ils reviennent redéfaire qu'est-ce qu'eux ils disent. Mais ça, ils le disent jamais dans leurs vidéos. Ils font tout le temps juste des petits raccourcis intellectuels, comme si on serait con. Les gens qui font des recherches, ils prennent toutes les vidéos originales directement sur le site. Ils donnent tous les numéros.
Écoute, ils prennent tout le matériel. Ils n'ont pas de temps à perdre à créer du faux stock. Leur but, c'est de démontrer la réalité. C'est fou de voir que 50 ans après, des gens sur YouTube sont payés pour faire des petites présentations juste pour d'être. Ils connaissent rien, là. C'est ridicule, là. Fait que, premièrement, qu'est-ce qu'on connaissait de la Lune avant les missions Apollo? Je vous ai parlé de la ceinture de Van Allen. On connaît Van Allen, celui qui a découvert ce phénomène-là. Ça fait très longtemps qu'on connaît que les ceintures de Van Allen sont pratiquement impossibles à traverser pour nous. Ça représente un défi majeur. Les scientifiques, ils font des nouvelles études qui contredisent la mission Apollo carrément. Donc, ça fait plus d'un siècle, finalement, qu'on est plongé en pleine désinformation au sujet de la Lune. Pourquoi qu'on veut nous cacher les origines ou... Je sais pas, moi, c'est pas mon but d'entrer dans les théories du complot. Je vais vous présenter seulement des faits que j'ai trouvés en faisant mes recherches, des écrits des anciens scientifiques, des anciens chercheurs. La preuve qu'on nous cache encore des vérités sur la Lune, c'est que on n'a jamais vu aucune photo en haute définition. Ça serait vraiment facile de juste tourner un des satellites vers la Lune. Ils sont capables de zoomer sur une plaque d'immatriculation d'un véhicule à partir d'un satellite. On n'a jamais vu des images. Mettons, on aurait seulement qu'à nous montrer le rover qu'ils ont abandonné là-bas. Puis ça prouverait que l'alunissage était vrai. Donc, il y a des gens qui ont réussi à acheter le plus gros télescope disponible pour un citoyen. Avec ces appareils-là, les images sont pas très bonnes de la surface. Il faut qu'ils zooment numériquement les images, utilisent des fils. C'est très difficile parce que juste avec l'atmosphère de la Terre, tous les nuages, il y a beaucoup de perturbation de l'image, comme quand on regarde une surface chaude, là, comme l'asphalte là, qui fait des... Dans le fond, c'est impossible pour un citoyen d'acheter ou de regarder un grand télescope comme on voit les plus gros télescopes qu'il y a sur Terre. On ne peut pas voir les images, malheureusement, de ces appareils-là. Mais que ça soit vrai ou pas, ça n'a pas d'importance pour qu'est-ce que le but de l'émission aujourd'hui. Ça va être surtout les vidéos et les photos qu'on va tenter d'expliquer. La première question qu'on peut poser à la NASA, c'est pourquoi qu'on n'est jamais retourné sur la Lune, même en 2021. Puis les raisons sont assez ridicules. La première, c'est que ça coûterait trop cher. Écoutez, on dépense des milliards pour des niaiseries, puis on nous dit que ça coûterait trop cher retourner sur la Lune. Ensuite, on nous dit que c'est un astre mort sans aucun intérêt. Pourtant, il y a des scientifiques, même avant l'émission Apollo, qui disaient qu'il y avait une atmosphère sur la Lune et peut-être même des gaz, des liquides. Ensuite, pourquoi qu'ils disent que ça donne rien de retourner sur la Lune? Ils disent qu'on a déjà tout vu là-bas, puis ça servirait à rien d'y retourner. Ils disent aussi que dans le fond, toutes les compagnies qui avaient travaillé sur le projet, c'était parce que, par exemple, pour la construction du LEM, du module de débarquement lunaire, c'est à peu près plus de 500 compagnies qui ont toutes produit des pièces, puis ont tout assemblé ça. Puis on dit, l'excuse que la NASA a, c'est qu'on a perdu l'expertise nécessaire pour construire la navette
puis tout ce qui est nécessaire pour faire l'alunissage. Et on a perdu les plans du LEM. On a perdu beaucoup de choses. La NASA ont perdu toutes les données télémétriques de l'équipage à bord qui prouvaient l'alunissage. La diffusion en live de l'événement, ça, ils l'ont perdu. Écoutez, ils ont tout perdu. Là. Comme si qu'une compagnie qui fait le plus gros projet de son existence a perdu les plans de tout ça. On nous prend vraiment pour des imbéciles qu'on n'a plus accès à cette expertise-là. C'est n'importe quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est l'ISS, la Station spatiale internationale, mais dans le fond, ça serait beaucoup plus efficace d'avoir une base fixe sur la Lune que d'avoir une station spatiale. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus d'entretien, on peut moins faire de choses avec ça. Fait que pourquoi qu'on n'a pas construit une base lunaire sur la Lune à place de faire l'ISS? L'an passé, il y a eu la sonde chinoise qui est allée se poser sur la face cachée de la Lune. Quand ça arrive, ces événements-là, tout ce qu'on voit, c'est le titre de l'article. Puis après ça, on n'entend plus jamais parler. On nous a toujours dit qu'on ne sait pas vraiment comment s'est formée la Terre puis la Lune. Là, on parle de la Lune surtout. La première théorie scientifique, ça aurait été un astéroïde qui aurait été capté par le champ magnétique autour de la Terre. Si la Lune aurait été un astéroïde, probablement que le Soleil aurait été trop puissant puis que l'astéroïde serait allé autour du Soleil plutôt qu'autour de la Terre. Ça serait logique. Puis la force, physiquement, la Terre n'aurait pas pu retenir un aussi gros objet avec son champ magnétique. La Terre est 6 fois plus grosse que la Lune. Fait que la Lune, en fond, est beaucoup plus grosse que qu'est-ce qu'on croit. Donc, la théorie que la Lune serait un astéroïde, c'est très peu probable, étant donné la grosseur par rapport à la Terre. Puis si on en regarde les autres planètes, il y a seulement que Mars qui a des satellites, puis c'est des cailloux. Je pense que c'est 6 et 10 km là, de diamètre, les deux astéroïdes de Mars. Puis si on en regarde tout le restant du système solaire, il n'y a pas vraiment de satellites. Il y a juste Saturne, je crois, qui a des satellites. Une autre hypothèse de comment que la Lune se serait formée, ce serait par fission. Elle se serait séparée de la Terre par une espèce de fusion. Mais étant donné que les matériaux sont pas du tout les mêmes, les composantes, c'est carrément impossible. Une autre théorie, ce serait que la Terre aurait accumulé un paquet de débris de l'espace, puis que ça aurait formé une espèce de satellite avec tous les débris. Mais encore là, la Terre aurait absorbé puis détruit la plupart des déchets ou aurait trop été forte. Les débris vont être attirés par la Terre, ils ne seront pas... ça marche pas. Donc la quatrième théorie la plus plausible qu'on nous dit, ça serait une collision entre deux planètes qui auraient formé la Lune. Ça serait Théa qui aurait frappé la Terre et que les débris entre ces deux collisions-là auraient formé la Lune. Mais encore là, les matériaux qu'on retrouve, c'est pas les mêmes matériaux sur la Terre que sur la Lune. Le rapport Lune-Terre est vraiment gros. Il n'y a rien de comparable dans tout le système solaire. Puis, qu'est-ce qui est étrange, c'est la densité de la Lune est excessivement faible comparée à celle de la Terre. Bref, moi, c'est rendu que quand je vais dehors le soir, je regarde la Lune, c'est sûr. Là, quand je la vois, c'est rendu comme automatique. Imaginez-vous les hommes des cavernes quand ils voyaient ça, eux. On a tous déjà vu les dessins qu'ils faisaient, les animaux, des vieilles fresques. Mais c'est drôle hein, qu'on n'a jamais vu
des dessins de la Lune dans leur caverne. Moi, en tout cas, si j'arrêtais là, que j'aurais dessiné des choses sur mon mur, je pense que j'aurais fait la Lune. On a beau chercher des vieilles fresques d'hommes de caverne, il n'y a aucune représentation de la Lune à ce moment-là. Imaginez les hommes des cavernes là, qui ne savent pas c'est quoi la Lune, comment ils seraient fascinés de voir ça, les éclairs puis la Lune. Mais non, il n'y a rien pantoute de dessiné, nulle part. Les premières représentations de la Lune ont été faites par Galilée en 1610, l'inventeur de la lunette finalement. Donc on voit ici qu'il y a des artistes qui étaient capables de faire des représentations assez impressionnantes de la Lune. Puis de nos jours, qu'est-ce qu'on a comme représentation de la Lune? En 2013, il y a la sonde Juno qu'on va aller voir maintenant. Vous allez voir que la qualité est vraiment exécrable, mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment rare qu'on ait accès à de telles images, donc c'est pratiquement un des seuls vidéos qu'on peut avoir accès qui est officiel de la NASA. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la Terre, elle tourne, puis la grosseur de la Lune par rapport à la Terre. Maintenant, on va voir des images de la sonde Discover publiées en 2015. La NASA nous explique qu'on peut voir la face cachée de la Lune pleinement éclairée. Remarquez bien la taille de la Lune comparativement à la Terre. Le satellite est à 1,6 million de kilomètres de la Terre. Chaque cliché a été pris à des intervalles de 30 secondes entre chaque. On voit que ça tourne quand même assez vite, ça se déplace rapidement. Même les scientifiques de la NASA étaient très étonnés de voir la Terre, la luminosité de la Terre par rapport à la Lune. C'est drôle qu'eux-mêmes fassent des telles déclarations rendues en 2015. T'sais, on est supposé d'avoir envoyé des tas de sondes, puis d'affaires, puis même d'avoir marché sur la Lune. En voyant la grosseur de la Lune par rapport à la Terre, maintenant, imaginez-vous de quoi aurait l'air la Terre si vous seriez sur la Lune. Et avez-vous remarqué de la vitesse que ça tourne, c'est 30 secondes entre les shots. Imaginez, vous êtes sur la Lune, là, puis vous voyez la Terre tourner. Là. Moi, je regarderais juste ça, je pense. Là. Puis, on voit aucun cliché de la Terre, je pense, sur les photos de la NASA. C'est complètement ridicule. Imaginez, nous autres, on fait juste regarder la Lune, puis c'est un vrai spectacle. Avez-vous remarqué la luminosité de la Terre? Imaginez-vous là, le spectacle que ça doit être d'être là. C'est complètement lumineux. Mais eux, ils aimaient mieux sauter, puis lancer des trucs dans les airs, puis faire des niaiseries que prendre des photos de la Lune. Là. De la Terre, je veux dire. Pas une seule vidéo de la Terre en train de tourner. Donc maintenant, je vais vous montrer de quoi aurait de l'air la Terre si on serait sur la Lune. La Terre réelle qu'on aurait dû voir sur les photos de la NASA. Dans les années 1800, il y avait des créateurs d'illustrations comme Étienne Troublot qui voyaient déjà des phénomènes, qui observaient déjà des phénomènes sur la Lune, des phénomènes lumineux ou gazeux. Il y a des dizaines d'événements qui ont été observés, des faisceaux lumineux qui émanaient de des cratères, beaucoup de phénomènes lumineux qui ont été observés bien avant les missions Apollo. Donc, ils sont d'accord en 2021 pour dire que ces phénomènes-là, ils existent. Mais pendant la mission Apollo, ça n'existait pas.
Des LTP ont été vus partout depuis la nuit des temps, observés depuis la création de la lunette. Si je posséderais un télescope assez puissant, je pourrais observer des phénomènes lumineux sur la Lune. Ces phénomènes-là ont été vus partout dans presque tous les cratères de la Lune par plein de différents observateurs. William R. Collis, il en a fait un recueil que les scientifiques n'ont pas pris vraiment en considération parce que ça venait trop en contre avec les théories actuelles à ce moment-là. Pourtant, avec toutes les sondes envoyées, on aurait pu facilement expliquer ce phénomène-là qu'on comprend pas même aujourd'hui. C'est LTP, c'est un phénomène inexplicable qu'on pourrait vérifier présentement avec toutes les sondes qu'on a envoyées. Ça serait vraiment facile de voir ces lumières-là sur la Lune en haute définition. Donc, il y a même des phénomènes lumineux en déplacement. Donc, dans ce document-là, émis par la NASA en 1967, on explique l'apparition de phénomènes lumineux, de brouillard, de nuages. C'est drôle, à cette époque-là, on parlait ouvertement de PLP, de nuages, d'atmosphère. Puis ensuite, quand les missions Apollo sont arrivées, tout ça a disparu tout d'un coup. Fait que c'est drôle la facilité avec laquelle les astronautes nous parlent de présence de brume, de nuages, de lumière, puis en même temps, on nous dit que c'est un astre mort sans vie. Juste pour vous donner une idée, en 2 ans, les Anglais ils ont enregistré avec un télescope plus de 1800 activités sur la surface de la Lune. Ça comprend des nuages, de la vapeur. Des nuages, c'est composé d'eau en passant. Ou bien c'est des activités volcaniques avec du soufre. Mais on est loin d'un astre mort sans intérêt. Là. Fait que la NASA, elle, a fait semblant qu'elle fait quelque chose pour cacher ce que les autres font finalement. C'est ça la NASA. Donc ici, on a le cratère Platon, qui fait environ 100 km de diamètre. Il y a des lumières qui sont visibles souvent, puis le fond change de couleur. Eh oui. Ces rebords sont assez élevés, ils sont parfois obscurcis par des brumes. On voit plusieurs objets lumineux se déplacer. La NASA veut vraiment nous faire croire que la composition de la Lune est proche de celle de la Terre. Donc, on a eu la merveilleuse idée de donner des échantillons à plein de pays dans le monde. Imaginez-vous une mission de plusieurs milliards de dollars que vous ramenez quelques cailloux, le prix que doit avoir ces échantillons-là, puis ils en ont pas juste donné une dizaine, là. Ils en ont donné à tout le monde. Selon un communiqué que je vais vous mettre en lien, la NASA affirme que les premiers échantillons des roches lunaires datent de 4,6 millions d'années. Donc, sur la surface de la Lune, on trouve des roches plus vieilles que les plus vieilles roches de la Terre qui datent de 3,6 milliards d'années. Ce qui fait une différence de 1,2 milliard d'années. Là, la NASA invente des trucs comme que la plus vieille roche terrestre, ça doit être enfouie au centre de la Terre. Ben oui, en revenant de la mission, les astronautes étaient 40 jours en quarantaine. Ensuite, on a remis un échantillon aux Hollandais. Finalement, c'était un morceau de bois pétrifié. Ils l'ont analysé quand le propriétaire de l'échantillon est mort. Ben, le musée a fait analyser l'échantillon qui était assuré pour plusieurs milliers de dollars, qui finalement valait que quelques centaines de dollars, que c'était un vieux morceau de bois pétrifié. Le troisième plus gros caillou qui a été ramené pesait 9 kilos, ce qui est quand même... puis finalement, c'était une roche terrienne. Pour vous prouver ce que je vous dis,
Le 16 avril 1972, je vous mets un lien pour l'article du New York Times. On voit que c'est pas clair, les scientifiques qui découvrent encore des nouvelles choses. On connaît pas tout à propos de la Lune, c'est pas vrai, tu sais. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans cet article-là? En gros, la conclusion, c'est que la différence entre la Terre et la Lune, la composition, sont tellement différentes que c'est sûr qu'ils ont été créés vraiment éloignés l'une de l'autre. C'est impossible que ce soit formé proche parce que c'est complètement de nature différente. La Lune, elle contient du fer pur à 100%, ce qui n'existe pas sur la Terre. Ça va être oxydé. On se rend compte qu'avant les années 70, il y avait beaucoup d'articles concernant la Lune. On s'entendait pas. On parlait d'atmosphère sur la Lune, de phénomènes lumineux, de compositions différentes. Puis c'est à partir de 1972, justement, là, on a commencé à pu voir ce genre de choses-là. Toutes les informations à partir de 72 viennent toutes de la NASA. Puis toutes les autres personnes qui parlent de la Lune sont des hurluberlus maintenant. La Lune a une densité de 3,3 grammes par centimètre cube et la Terre de 5,5 grammes par centimètre cube. Fait que la Lune est beaucoup moins dense que la Terre. Donc, si la Terre et la Lune seraient formées en même temps, probablement que la densité serait identique. La possibilité que la Lune soit creuse a été mentionnée la première fois en 1962. Ce scientifique-là, à partir des données de la sonde Lunar Orbiter, ils ont étudié les champs magnétiques de la Lune. Il en est venu à l'effrayante conclusion de la possibilité que la Lune soit creuse. Pourquoi je dis l'effrayante conclusion? Ben parce que si la Lune est creuse, ça veut dire qu'elle est créée de manière artificielle. Naturellement, c'est impossible que ça soit créé une Lune creuse. Donc, ça a été confirmé par la suite par des sondes munies de sismographes qu'on envoyait d'autres sondes s'écraser sur la Lune. Plusieurs sismographes installés sur la Lune qui ont réussi à déterminer que, dans le fond, ça résonne comme une cloche vide. Je mets ça sur pause pour l'instant, le sujet de la Lune, puis je m'en vais vers les missions Apollo. Donc, les missions Apollo, il y a plusieurs choses qu'on pourrait parler. Il y a déjà beaucoup de monde qui ont fait des vidéos pour débunker ça, pour trouver les erreurs, les faussetés. Surtout dans tout ce qui est des vidéos puis des photos prises par les astronautes. Il y a aussi des faits techniques avec les moteurs de la fusée Saturne V, les ceintures de Van Allen, l'atmosphère sur la Lune, la gravité lunaire qui est supposée d'être pas complètement inexistante. La gravité sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre, mais elle n'est pas inexistante. On va voir qu'il y a beaucoup de mouvements des astronautes qui sont bizarres un petit peu. Les remous aussi des réacteurs puis des moteurs sur la surface. Ensuite, il y a les mouvements du drapeau. Ça a été souvent redébunké par les fact-checkers, les debunkers. Mais on va vous montrer comment ils ont tort et qu'ils utilisent juste des raccourcis intellectuels. On va parler des films. C'est ça, je vous ai oublié de vous parler. Moi, en tant que radiographe, je faisais de la radiographie de soudure avec une source au gamma. Dans le fond, on utilisait des films conventionnels avec des sels d'argent. Fait que moi, je connais qu'est-ce qu'un film et puis de la radiation, que ça va pas ensemble, dans le fond. Moi, quand je faisais mon travail, puis on oubliait des films proches de la source radioactive, ils étaient plus bons, ces films-là. On recommençait nos prises quand on voyait que ça nous avait arrivé.
de faire passer ça au travers de la ceinture de Van Halen, puis de ramener ça. Qu'en plus, une fois sur la Lune, les astronautes sont bombardés de rayons cosmiques. Oui, leur équipement, peut-être qu'ils ont une protection. Selon moi, ça leur prendrait 8 pouces de plomb là, alentour pour rester en vie. Je ne sais pas c'est quoi exactement la quantité de rayonnement qu'il y a sur la Lune, mais moi, je travaillais avec une source de cobalt. C'était celle qui était plus forte que... On avait deux sortes de sources nucléaires. On avait l'iridium et la cobalt 60. La cobalt était capable de traverser jusqu'à 10 pouces d'acier. Puis c'est une pastille, ça de grosse. Le soleil, lui, là, il blaste en maudit, puis il n'y a rien entre la Lune et le Soleil. Il y a même des spécialistes qui disent que c'est impossible de quitter l'atmosphère de la Terre, qu'on se ferait complètement irradier immédiatement. Là. C'est pour ça qu'ils ont juste envoyé des sondes. C'est pour ça que les scientifiques sont encore... à chaque fois qu'ils envoient une sonde, ils sont surpris. Tant ils sont supposés de connaître l'astre mort sans aucune importance. Mais non, à chaque fois qu'ils envoient une sonde, ils sont surpris des résultats. La preuve de la sonde Discovery en 2015, il était étonné de voir la luminosité de la Terre comparée à celle de la Lune. Donc, une des premières questions qu'on peut se poser, rendue en 2021, pourquoi que la NASA investit encore autant pour nous montrer qu'on est allé sur la Lune? Ils ont mis un paquet de vidéos et de photos sur leur site internet juste pour prouver qu'ils sont allés sur la Lune finalement. Donc un petit retour en arrière sur l'histoire. Les Allemands, c'est eux qui ont inventé la première fusée qui a dépassé 100 km. C'était la fusée V2. Ensuite, avec l'opération Paperclip, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains qui ont continué à développer cette technologie-là. Faut savoir aussi que après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 95% de la population qui croyait que c'était l'URSS qui avait gagné la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit l'impact de la désinformation. Maintenant, on demanderait la même question, qui a gagné la Deuxième Guerre, puis 95% des gens répondent les Américains. En 1957, les Russes lancent le premier satellite Sputnik 1. Donc, ce sont les premiers à atteindre l'espace avec cette mission-là. Ensuite, ils ont envoyé la chienne Leica qui est décédée dû à un problème de ventilation dans la cabine. Donc, en 1957, on connaissait rien encore sur la Lune. Puisqu'on envoyait des animaux pour vérifier s'ils allaient survivre juste de traverser l'atmosphère. En 1960, les Américains, eux, ont envoyé un singe. Ça, c'est 9 ans avant la mission Apollo 11 qu'ils sont allés sur la Lune. Entre les premiers essais pour tester si la vie allait survivre en traversant, puis ils n'avaient même pas traversé les ceintures de Van Halen encore. Là. En 1959, les Russes ont lancé la sonde Lunar, qui ont été, dans le fond, les premiers à pouvoir sortir de l'atmosphère terrestre. En 1961, Yuri Gagarin fut le premier astronaute à aller dans l'espace, finalement. À partir de ce moment-là, les États-Unis étaient KO déjà. Kennedy, en 61, il fait un discours pour demander plus de subventions pour réussir à atteindre la Lune avant la fin des années 70. Donc, il demande à l'administrateur de la NASA, James Edwin Webb, finalement, c'est lui qui s'occupe de ce mandat-là.
Kennedy a commencé vite à douter du programme Apollo. En 1963, il y a une discussion téléphonique qui a été déclassifiée entre Webb et Kennedy. Kennedy demande si ça va être possible d'atteindre la Lune avant la fin des années 70. Et Webb, il croit que ça va être très difficile, ça prendrait plus de temps que ça. Quelques jours après ça, dans cette discussion téléphonique, Kennedy demande à Webb si ça vaut vraiment la peine de dépenser autant d'argent que ça quand on peut avoir le même résultat seulement qu'avec des sondes. Webb lui répond qu'il faut absolument aller sur la Lune. You think the man landing on the moon is a good idea? Yes, I think it is. Because when you do the same with instruments much cheaper. No, sir, you can't do the same. The lunar landing gave us the impetus to build big boosters and to tailor them specifically for the purpose. Therefore, they're going to succeed. Otherwise, they would not have succeeded or been efficient. But this looks like a hell of a lot of dough to go to the moon when you can learn most of what you want scientifically through instruments, and putting a man on the moon really is a stunt, and it isn't worth that many billions. Quelques jours après, Kennedy fait un discours qui s'adresse aux Russes qui demandent de se joindre au programme lunaire. Étrangement, les Russes refusent l'offre de Kennedy. Ils disent qu'ils ne sont pas intéressés. On va voir plus tard pourquoi. Ensuite, le budget de la NASA a littéralement explosé. Entre-temps, il y a eu le commencement de la guerre au Vietnam. Le général Samuel C. Phillips, directeur du programme Apollo, en 1965, le 19 décembre, il a déposé un rapport qui déclare que le programme Apollo est dans un état très lamentable. Il y a beaucoup de problèmes techniques au niveau du module lunaire et du lanceur. À peu près toutes les fonctions, tout le projet au complet, finalement. Donc, selon lui, les problèmes techniques dans les 4 années qu'ils ont eu depuis le début sont tellement grands qu'il ne voit pas comment il pourrait réussir parce qu'il reste seulement 4 ans avant la date pour respecter le souhait du président Kennedy. Ensuite, il y a une autre discussion téléphonique qui a été déclassifiée entre vice-président, le successeur de John F. Kennedy après son assassinat. Donc, une discussion entre Johnson et Webb, le directeur de la NASA. Finalement, le rapport de Samuel C. Phillips n'était pas si pessimiste que ça. Donc, à ce moment-là, la NASA est pratiquement à la faillite. Le 27 janvier 1967, l'équipage qui était supposé d'aller sur la Lune meurt un mois avant lors d'une mission d'essai. Il y a eu un incendie dans l'atmosphère qui les a tués toutes les trois. En avril 1967, Thomas Ronald Barron, inspecteur de la sécurité chez North American Aviation, la plus grosse compagnie sous-tractante que la NASA fait affaire, fait un rapport accablant de 55 pages qui montre un paquet de problèmes, des matériaux inflammables utilisés, des problèmes électriques et beaucoup d'autres problèmes sur les lanceurs de la fusée Saturne V. Donc, il est conclu dans son rapport qu'on ne pouvait pas mettre la vie d'astronautes en danger pour tout simplement le souhait d'un président qui était mort. Pour lui, le programme Apollo devait être revisé de A à Z, tout recommencer. Claimed his opinions made him a target. Has there been any pressure on you by NASA? Nothing. My wife and I were somewhat harassed at home when this first thing broke some time back, but it's going away now. Bizarrement, quelques jours plus tard, la voiture de Thomas Ronald Barron fut étrangement percutée, puis l'affaire a été vite camouflée. Il y a même un livre qui a été écrit, le titre c'était « Est-ce qu'on a assassiné Thomas Ronald Barron ?» Donc là, on est en 1967.
Apollo 11 ont marché sur la Lune 2 ans après ça. Vous voyez que là, c'est complètement impossible déjà, avec les rapports officiels qu'on a accès, en 2 ans, de développer toute la technologie nécessaire pour faire ça. Donc, comment ils ont pu arriver 1 an plus tard à tout résoudre les problèmes? Ils ont utilisé le même moteur de la Saturne V qui était problématique, selon 2 rapports. Suite à ça, l'administrateur de la NASA, il fait un grand discours. Dans son discours, il dit que c'est complètement impossible de réussir cette mission-là avant 70. Puis en 68, il a démissionné de son rêve absolu. L'administrateur de la NASA démissionne 1 an avant que la mission soit faite. Ensuite, son assistant second a suivi les pas, a démissionné aussi. L'astronaute vedette Walter Shea donna sa démission suite à ça aussi. Donc, c'était pas n'importe quel astronaute. Il faisait déjà partie du projet Mercury et Gemini et aussi de Apollo. Donc, ça aurait été probablement lui qui aurait été le premier homme à marcher sur la Lune s'il n'aurait pas démissionné. Donc, pourquoi tous ces gens-là démissionnent 1 an avant que la mission soit prévue? Il y a une théorie qui dirait que tous ces gens-là auraient refusé finalement de devenir des acteurs pour la NASA parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont vu que c'était impossible d'atteindre leur objectif, mais ils voulaient absolument le faire quand même. Fait que tous ces gens-là, ils ont démissionné. Ils avaient trop de convictions pour devenir des acteurs de cinéma, tout simplement. Donc là, il faut se mettre en contexte. Ça fait déjà 7 ans que Kennedy a fait son fameux discours. Il y a déjà beaucoup de films, il y a des jouets, il y a un paquet d'affaires qui est déjà dans la tête des Américains, comme de quoi ils vont réussir avant les Russes. L'impact de tout ça que ça a, c'est incroyable pour la vision des gens. On croit qu'il n'y avait pas le choix de le faire quand même, de faire semblant de nous le faire croire qu'ils sont allés, parce que ça aurait été une honte fondamentale pour eux. Ça aurait été... Imaginez, les Russes, ils avaient atteint l'espace avant eux, puis... Là, on comprend pourquoi que les Russes n'ont pas embarqué dans leur projet aussi. On commence à comprendre. Donc, ça a été pratiquement impossible pour eux d'avouer qu'ils ne seraient pas capables d'aller sur la Lune. Fait qu'ils ont décidé de faire semblant. Les gens à l'époque ont été témoins de toute cette série d'événements-là. Donc, on comprend vite qu'après l'alunissage en direct, le 20 juillet 69, les théories du complot sont tout de suite apparues qui déclarait que c'était une fausse alunissage. Déjà, en 69, il y avait des centaines de personnes qui se sont mis à chercher la vérité à propos de ça. Déjà, il y avait des personnes engagées par la NASA pour défendre l'alunissage qui était vrai. Puis maintenant, avec l'Internet, ça a juste explosé encore plus. Il y a comme un retour sur ces théories-là. Puis avec les images, puis tout ce qu'on a accès maintenant, ben c'est beaucoup plus facile de remettre en doute. Imaginez 500 millions de personnes à cette époque-là qui ont regardé sur une télévision en noir et blanc, en direct, l'alunissage. Imaginez maintenant qu'est-ce que ça serait pour nous de voir un alunissage en haute définition, en direct. Ça serait un honneur incroyable pour les Chinois ou n'importe quelle autre nation. Mais on nous dit que ça vaut pas la peine de retourner sur la Lune, qu'il n'y a rien à voir, que c'est une astre mort sans intérêt. Ce qui est faux. On nous dit que ça coûterait trop cher d'y retourner. Ben, c'est bidon comme excuse. Écoutez, on envoie des sondes encore. C'est presque... avec les technologies qu'on a maintenant en 2021, ça serait un jeu d'enfant comparativement en 69 avec la technologie d'ordinateur qu'on est rendu maintenant à calculer des... Juste pour vous donner un exemple, l'ordinateur à bord d'Apollo avait une puissance de
40 kHz. Environ 100 000 fois plus lent qu'un laptop présentement en 2021. Il y a des gens qui se sont amusés à calculer, de comparer de calculs qu'il y a à l'intérieur d'une recherche Google maintenant équivaudrait à tout le programme Apollo au complet en une fraction de seconde maintenant. Il y a même Elon Musk qui parle d'envoyer des personnes faire le tour de la Lune en vaisseau spatial, que ça pourrait être n'importe qui pourrait embarquer dans ces voyages-là. Il y a même déjà des personnes qui ont payé, des milliardaires. Puis c'est drôle, hein? Ça serait vraiment facile d'aller faire le tour de la Lune, mais d'aller s'y poser, ça poserait problème encore en 2021. Par contre, le président Nixon, lui, a signé une entente avec les Russes pour s'associer pour la construction de l'ISS, la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale, ça coûte beaucoup plus cher techniquement que de construire une base directement sur la Lune. Il y a beaucoup moins d'avantages techniques. Donc, pourquoi qu'ils ont décidé de construire une station spatiale au lieu d'une base lunaire? Un télescope sur la Lune nous donnerait des images vraiment incroyables. Puis j'avais un peu parlé des télescopes depuis l'invention de Galilée, que les télescopes sont en constante évolution, mais pourtant nous autres on a seulement que des images en noir et blanc basse définition de la Lune. Il y aurait simplement qu'à tourner le télescope Hubble ou une des sondes qui ont des centaines de sondes disponibles. Il y en a alentour de la Lune partout. Mais les seules images qu'on a, c'est celles de des astronomes amateurs avec les plus gros télescopes possibles qu'ils sont capables d'acheter. Puis il y avait déjà des télescopes dans les années 50 qui étaient capables de voir la surface de la Lune parfaitement, là. Pourquoi qu'on nous cache des images haute définition de la Lune? C'est une question qu'on se pose. Puis c'est impossible d'acheter un télescope suffisamment puissant par nous autres mêmes pour le vérifier. La seule affaire qui est accessible pour nous, c'est d'avoir un télescope qui va réduire en un minuscule point la taille d'un objet d'un stade pratiquement. Par exemple, ici, on peut voir une image qui a été faite par un amateur. On voit beaucoup de couleurs, c'est assez incroyable. Imaginez avec de la haute définition puis un télescope qu'on n'a pas besoin de traverser l'atmosphère terrestre qui met un genre de voile. Les Chinois en 2019 ont envoyé une sonde qui avait pour mission de photographier la face cachée de la Lune sur tous les angles. Mais la vraie raison de cette sonde-là, c'était pour calculer la quantité d'hélium-3 qu'il y a à la surface de la Lune. L'hélium-3, sur Terre, c'est un matériau qui est excessivement rare. Ça vaut plus de 1 million de dollars le kilo. Pourquoi qu'on va pas extraire cette ressource-là sur la Lune? C'est pas le seul matériau rare qu'il y a. Il y a à peu près 15 matériaux ultra rares, un peu comme les terres rares qu'on a. Mais nous, sur la Terre, on retrouve ça par des parties par million, toutes dissimulées, dispersées dans le sol. Fait qu'il faut avoir des moyens extrêmement coûteux pour tout concentrer ces particules-là puis les trier. L'hélium-3, dans le fond, c'est un matériau idéal pour la fusion nucléaire. Ça fait que c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que ça vaut aussi cher que ça. Sur Terre, c'est extrêmement rare comme matériau. Les Russes avaient déjà envoyé des sondes recueillir des petites quantités de roches lunaires il y a très longtemps. Puis on savait déjà que la Lune possède des tonnes de richesses incroyables. Un détail important que j'avais oublié de mentionner, c'est que l'endroit que s'est posé Apollo 11, c'était très loin de tous les cratères où on a observé plusieurs phénomènes. Quand on voit des images, c'est jamais ces fameux cratères-là qu'on nous montre. Si on pose la question à la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y a sur la Lune ou c'est quoi la Lune, vont
répondre dans la majorité que c'est un astre mort, que c'est de la roche pas intéressante. Ici, on a une photo où on voit des nuages, qui dit nuages, dit eau et air. Donc, un des arguments des debunkers professionnels pour prouver qu'on est allé sur la Lune, c'est qu'ils ont rapporté des centaines de kilos de roches lunaires. Mais on peut se poser la question, est-ce que le LEM était fait pour avoir une charge supplémentaire lors de son décollage, redécollage? Parce que il y a quand même une atmosphère faible sur la Lune. Ça prend tout de même une poussée suffisante qu'elle puisse retourner dans l'atmosphère. Et puis, on peut se poser la question si le LEM était fait pour avoir cette charge supplémentaire-là, étant donné que tout était calculé au minimum. Écoutez, il remplaçait il mettait du scotch tape pour économiser du poids, là. Puis c'est mince comme... c'est comme un papier d'aluminium, là. Penses-tu qu'on aurait risqué de mettre de la garnotte là-dedans et que ça perce le LEM? Ça, c'est une autre histoire, là, que le LEM était supposé d'être pressurisé, puis quand on regarde comment il est fait, je pense pas qu'il aurait résisté à une pressurisation. Mais là, cette information-là, on la trouve nulle part que le poids prévu pour le LEM, on le sait pas. Selon la NASA, les équipes auraient ramené environ pour 100 kg de roches lunaires à chaque voyage. 100 kg, c'est énorme, là. Quand il y a juste... le LEM est prévu pour seulement 2 personnes qui vont débarquer sur la Lune. En 1967, Werner von Braun de la NASA, qui est directeur des missions Apollo, il est parti en Antarctique. Les débunkers professionnels racontent qu'il est allé en Antarctique pour étudier les conditions pour se pratiquer aux conditions lunaires, ce qui est complètement ridicule. L'Antarctique n'a rien à voir avec la Lune, qui est de la roche. Donc, ils se foutent un peu de nous autres parce que l'Antarctique et la Lune ont strictement rien à voir ensemble. Or, figurez-vous que l'Antarctique lointaine est une des meilleurs endroits pour récupérer des météorites. Il y a une accumulation de météorites vraiment grande dans cette zone-là. Donc, avec la fonte des glaces, le vent, on peut retrouver des centaines de météorites dans un espace d'environ d'un stade de football, là. On voit même une photo où il a trouvé une météorite. Les Américains avaient des bases en Antarctique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis les Allemands même avant ça. C'est drôle, hein? Ça tombe en même temps qu'il y a des rapports accablants, des problèmes techniques multiples de la NASA, et pendant ce temps-là, le directeur de la NASA s'en va à l'endroit où on trouve le plus de météorites sur la Terre. Coïncidence. Fait qu'en Antarctique, il y a toutes sortes de cailloux d'un peu n'importe où dans l'univers, tu sais. On peut pas vraiment reconnaître juste « Ah, ça, c'est une roche de la Lune », tu sais. Le 9 octobre 69, il y a déjà un échantillon qui a été donné à un ambassadeur du Pays-Bas. Donc, ce cadeau fait par l'équipage lunaire, cette roche-là avait été assurée pour 500 000 $. En 1991, le propriétaire de la roche est décédé. Puis c'est là que le musée a analysé l'échantillon. Puis ils ont découvert que c'était simplement un morceau de bois pétrifié. Donc, si chaque pays s'amusait qu'à analyser les cadeaux qu'ils ont reçus par les Américains, il y aurait probablement des grandes surprises. Peut-être que ça viendrait de la Lune, mais comme on vous a expliqué,
il y a déjà des matériaux de la Lune qui sont sur la Terre. Il y a un matériau aussi qu'on était certain qu'il existait seulement sur la Lune, la tranquillitite. Mais ensuite, on a découvert qu'il y en avait sur la Terre aussi. Fait que ça l'a comme défait un peu leur argument. Pour ce qui est des pierres lunaires, c'est pas mal ça. Ensuite, le deuxième argument des débunkers officiels, c'est qu'il aurait installé un réflecteur pendant les missions Apollo sur la Lune. Mais on n'a pas vraiment besoin d'un réflecteur, premièrement, pour avoir une lecture avec un laser ou un autre appareil infrarouge, peu importe. Puis on n'a pas besoin d'un débarquement lunaire pour installer un réflecteur. Une simple sonde pouvait faire ça. Si c'est vraiment vrai, pourquoi on nous montre pas ces réflecteurs-là avec une photo, tout simplement? Ça, ou bien le rover qui a été abandonné là-bas. Donc, il y a beaucoup déjà d'autres vidéos qui... Moi, ça m'intéresse pas vraiment, cet aspect-là. Fait qu'il y a des vidéos qui expliquent beaucoup plus que cet argument des rétro-réflecteurs-là. Donc, tout ce que je vous dis, ça vient souvent avec un lien que je vous mets tout dans la description. Ensuite, un argument des débunkers officiels qui est populaire, c'est comment qu'on aurait pu faire travailler 400 000 personnes puis qu'ils l'auraient pas su. Ben, pourquoi qu'il y aurait besoin de le savoir? Il y a juste les 3 astronautes, puis le direct quelques personnes. Tout le reste, ça peut très bien être organisé pour que tout le monde pense que c'est réel. Le programme Apollo était réparti sur 400 000 personnes, mais ça réparti sur 20 000 sociétés différentes. Fait que ça fait beaucoup très éloigné de la NASA. Fait que c'était surtout des sous-traitants qui travaillaient pour ce projet-là. Puis imaginez, ensuite de ça, il a fallu assembler les composantes de 20 000 endroits différents. Alors, on a assemblé le nouveau pont Samuel Champlain, là, qui était fait à 3 pays différents, puis on n'a jamais eu de problème autant que ça. Les Espagnols, ils remplaçaient des soudures par de la potée de métal. Là, t'sais. Imaginez rassembler ensemble des composantes de 20 000 sociétés, compagnies différentes pour réussir à assembler ça dans un seul projet. Ouf! Ensuite, la prochaine argument des débunkers officiels, c'est pourquoi que les Russes, ils ont laissé faire. Ben, les Russes savaient probablement que c'était impossible dès le départ parce qu'eux, ils avaient essayé de le faire déjà, puis ils avaient testé des moteurs aussi. Fait que les Russes savaient déjà que c'était impossible, puis ils ont seulement laissé faire. Puis il y avait probablement déjà des ententes aussi ensemble. Probablement que les Russes avaient plus à gagner en se taisant qu'en le révélant la vérité. Fait que c'était gagnant pour les deux côtés. Peut-être même que les Américains avaient déjà une monnaie d'échange à ce moment-là. Tu sais, c'est ridicule tous les arguments qui prouvent rien qu'on nous lance quand il y aurait seulement qu'à pointer un télescope puis nous montrer une image haute définition d'un rover abandonné ou d'un site d'alunissage. Mais pourquoi qu'on le fait pas? La seule chose qu'on nous a montré, c'est une trace de roue qui a été faite par Photoshop par un enfant de 8 ans. Par contre, les preuves qui ne sont pas allées sont tellement détaillées, puis il y en a tellement que je suis obligé de choisir juste certaines choses à vous parler parce que ça prendrait 1 an à tout énumérer les preuves. On va focusser sur les preuves les plus intéressantes et les plus faciles à démontrer. Donc moi, je vais juste vous en montrer quelques-unes, mais vraiment pas aussi détaillées que les YouTubers experts. Vous pouvez tout trouver ce que je dis, mais vraiment plus détaillé. Chaque point que je vais vous donner, vous pouvez faire des recherches beaucoup plus détaillées avec des professionnels qui ont déjà fait mon travail. Tu sais, depuis les années 70 que les gens trouvent des preuves. Il y a des personnes qui ont analysé image par image chaque séquence. Je vous avais parlé de ceinture de Van Allen, mais c'est en fait
3 ceintures de Van Halen. Voici de quoi ça a l'air. La troisième, elle n'est pas tout le temps là. Elle apparaît seulement quand il y a des tempêtes solaires et des forts mouvements solaires. C'est comme si elle serait activée seulement temporairement quand on en a besoin. Moi, je vous avais parlé des ceintures de Van Halen parce que moi, en tant que travailleur dans le secteur nucléaire, j'ai connu c'était quoi la radiation, puis comment de blindage qu'on avait besoin pour se protéger. Avec la protection que les astronautes semblaient avoir, là, le LEM, même la capsule de commande, ça semble être seulement une plaque d'acier de, je dirais, 3-8 d'épais. Là. Puis les habits des astronautes, c'est comme une soute d'aviateur. C'est en tissu. Là. OK, peut-être qu'il y a des fibres de plomb, mais écoutez, moi, pour bloquer ma source de cobalt 60, fallait que je me cache en arrière de 8 pouces de béton. Puis ça passait quand même au travers encore. J'imagine pas tous les rayons cosmiques qui viennent de l'espace, ceux qui viennent du soleil. Puis quand on est dans l'espace, on peut absolument pas prévoir. Il peut y avoir des variations de radiation très élevées en vraiment peu de temps. C'est vraiment dur de prévoir qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'espace. Là. C'est très imprévisible de sortir dans l'espace exposé par les rayons cosmiques. Il y a même des spécialistes qui disent que c'est carrément impossible de sortir de l'atmosphère terrestre. Premièrement, on n'est pas pressurisé. La température aussi qu'il y a à l'extérieur, là, les debunkers, ils disent que vu qu'il n'y a pas d'oxygène, d'atmosphère, on ne ressent pas la température, mais il y a des tests qui ont été faits. Lorsque les moteurs ils font du feu, on voit la chaleur produite par les moteurs dans l'espace. Fait que je crois que la température, on la ressent vraiment dans l'espace. Là. Fait que c'est pas vrai qu'on ressent pas la température vu qu'il n'y a pas d'atmosphère. Premièrement, il y en a une sur la Lune quand même. Elle est très faible, mais elle existe quand même. Donc, ces ceintures de Van Halen-là, c'est ça qui nous protège des rayonnements ultra puissants que le Soleil nous envoie, puis tous les rayons cosmiques de l'univers. Sans ces ceintures là autour de la Terre, on serait bombardé de rayonnement. Là. On en reçoit quand même de 1 millisieverts par année, mais c'est vraiment pas beaucoup. Là. Donc les ceintures de Van Halen, c'était un problème déjà avant les missions Apollo. C'est pas pour rien qu'on envoyait des animaux pour pouvoir tester s'ils étaient capables de traverser ça. Puis étrangement, les Américains ont envoyé un singe, puis ils n'ont pas essayé ensuite d'envoyer un autre animal pour traverser les ceintures de Van Halen. Ils ont envoyé direct des humains. Let's go, traversez ça, vous autres. Là. On ne sait pas qu'est-ce que ça va faire, on n'a jamais testé, mais ça va marcher là, avec votre petite capsule de 3,8 d'acier, puis votre petit saut d'aviateur. Let's go. Donc, James Van Halen, en 1958, qui a mesuré avec des compteurs Geiger qui étaient dans une navette. Il a mesuré que, dans le fond, ça l'a atteint le maximum de l'appareil, ça l'a busté complètement. Fait que c'est là qu'ils ont vu que c'était très, très fort. Même qu'ils n'ont pas pu mesurer parce que c'était trop fort, imaginez. En 1958, on le savait déjà que les ceintures de Van Halen étaient impossibles à traverser. Du moins avec les moyens qu'on avait à cette époque-là. Donc, il faut savoir que c'était un problème avant les missions Apollo. C'était pas un problème pendant les missions Apollo. Puis maintenant, si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est problématique présentement pour les astronautes, ils vous diraient eux autres mêmes. Donc, après les missions Apollo, c'est redevenu un problème.
C'est juste pas un problème pour les débunkers professionnels qui disent n'importe quoi et qui se pensent vraiment intelligents. Là, les débunkers nous racontent qu'il aurait traversé la ceinture avec une inclinaison de 30 degrés. Et pourtant, selon les mesures prises sur les astronautes, il aurait reçu une dose plus faible que qu'est-ce qu'on reçoit pendant une radiographie. Ça, tu me dis ça à moi, là, puis écoute, moi, j'en recevais des doses plus fortes que ça, là, tu sais, c'est ridicule. Donc, ces mêmes personnes-là nous expliquent en 2019 comment c'est problématique traverser la ceinture de Van Allen. On va voir une vidéo. How do we ensure the presence of humans in space? Well, that's a great question. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. For this flight, it's time to head home. Fait que c'est vraiment une capsule, j'imagine qu'un blindage vraiment épais d'un matériau ça doit être, par exemple, un blindage d'uranium appauvri ou quelque chose de très durable, mais qui est très dense comme du plomb. Puis maintenant, les Russes, eux, disent que ça sera pas possible avant 2030, la première alunissage, une fois que le problème avec les ceintures de Van Allen va être résolu. Ensuite, on va regarder le LEM, le module d'atterrissage lunaire, qui était beaucoup questionné à cette époque-là, mais qu'on a quand même mis de l'avant pour pouvoir respecter l'échéance donnée par John F. Kennedy. Il y avait même pour les Russes, c'était pas vraiment un problème d'aller sur la Lune. Mais le problème, c'était d'en repartir. Parce que sur la Lune, il y a quand même une atmosphère qui est 6 fois plus faible que sur la Terre, mais ça prend quand même une poussée suffisante pour pouvoir quitter l'attraction lunaire. Le LEM doit repartir avec calculé exactement pour pouvoir avoir la bonne poussée, pour pouvoir rejoindre le module de commande. Sinon, ils sont perdus dans l'espace. Donc, il y a beaucoup de personnes qui questionnent les capacités du LEM, s'il y avait assez de ressources nécessaires pour pouvoir repartir. Dans le fond, ça serait tellement simple pour la NASA de nous mettre les plans originaux. On pourrait faire des calculs, des simulations avec des programmes maintenant, mais ils ont perdu les plans. C'est comme un peu les Formule 1, ils font pour maximiser leur essai. C'est tout fait à partir de programmes. Ils font plus d'essais, ils installent puis ça fonctionne. Donc on nous fait croire que l'unique machine qui a servi à déposer des hommes sur la Lune et de repartir, on a jeté les plans. C'était pas important. Mais c'est rien, ils ont perdu tous les films originaux, il reste juste des copies. Les films originaux du débarquement de Neil Armstrong sur la Lune, les données télémétriques, ils ont tout perdu. Regardons maintenant une vidéo que sûrement ils voudraient pas qu'on voit maintenant en 2021, avec tous les effets spéciaux qu'on a vus de tous les films de notre enfance. Voici le LEM décollé de la Lune.
Avez-vous marqué quelque chose? Il n'y a eu aucune trace du réacteur au sol. Donc, les debunkers disent que vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, on ne voit pas la poussée. Mais il y en a une atmosphère. Puis même s'il n'y a pas d'atmosphère, il y a quand même des gaz qui provoquent une réaction. On peut voir sur la fusée Soyouz les traces que laisse le gaz d'échappement dans l'espace. Donc, on pourrait comparer ça au LEM. Lorsqu'ils font des manœuvres pour s'approcher de l'ISS, on peut voir ces traînées-là. Puis c'est très faible, là, c'est juste pour contrôler, diriger l'opération, tu sais, avec des petits jets. Là. Juste regarder la poussée que ça prend pour s'extraire de l'atmosphère de la Terre. Puis là, pour la Lune, fuck all, rien. Que dalle. Tu sais, comparer ça avec la fusée que ça prend pour s'éloigner de la Terre, là, c'est complètement ridicule. Là. Ça prendrait au moins le 1/6 de la fusée qu'ils ont pris pour la Terre. Là. Vous voyez, c'est comme une capsule qui flotte. Puis en plus, il y a un autre problème. C'est comme si que ça a été filmé par un caméraman. Là. On voit le zoom out, puis il suit exactement tout bien cadré en montant. Là. Puis les debunkers, ils disent que c'est le rover qui filmait ça. Mais en réalité, le rover, il était très fixe, comme il y avait un collimateur, puis il pouvait seulement bouger de 3 degrés sa caméra. Puis normalement, si le signal du rover était relié avec le LEM, on aurait dû perdre le signal normalement aussi. Il y a beaucoup de vidéos de l'intérieur de la cabine pressurisée du LEM. Le moteur est supposé d'être intégré dans la cabine. Les astronautes sont pratiquement assis sur le moteur, puis dans les vidéos, on n'entend absolument rien. Là, les debunkers professionnels vont dire que vu que c'est pressurisé, on n'entend pas les bruits. Mais là, je vais vous montrer une vidéo d'une cloche pressurisée, puis on entend le bruit quand même. With normal air inside the jar, you could hear the bell clearly. But when the vacuum pump drew the air out of the jar, there was nothing inside to carry the vibrations of the bell. Nothing until the air was let back into the jar. Je vous mets des liens pour... Il y a des excellents professionnels qui décortiquent encore plus au niveau du LEM et du moteur. Je vous laisse ça. Donc, il y a beaucoup de spécialistes, de scientifiques qui démontrent carrément l'impossibilité du LEM entièrement. Donc, toutes les photos que je vais vous montrer sont numérotées. On a juste à écrire sur Google. Même pas besoin d'aller sur le site officiel. C'est toutes des photos officielles de la NASA. Donc, ici, on a une magnifique photo du LEM avec la Lune derrière. Juste comme ça, on peut remarquer la différence du focus. Le focus de l'image sur le LEM est différent du focus de la Lune. La surface, tu sais, la densité de l'image, c'est vraiment pas la même chose. Ça, on appelle ça une superposition ou un layer ou un front projection. Ils ont tout simplement superposé deux photos, une par-dessus l'autre. On voit que ça marche pas aussi avec les ombrages puis les reflets sur le module. Donc, c'est le module de commande. C'est comme les dessins animés, bric-à-brac, qu'on voyait quand on était petit un peu. Là. Donc, maintenant, on le voit posé sur la Lune. Des milliards de dollars, mesdames et messieurs, avec des papiers collants qui tient ça. Le LEM a coûté 2,2 milliards de dollars à l'époque. Ça équivaudrait aujourd'hui à 22 milliards de dollars. Donc, quelque chose d'intéressant, c'est que là, on voit le LEM, il pèse 14 tonnes. Puis là, on voit qu'il est complètement propre. C'est comme si que l'alunissage aurait
n'aurait pas fait déplacer la moindre poussière. Les astronautes eux-mêmes ont décrit un paysage fort en poussière, puis on voyait même les pantalons de leur équipement qui étaient sales, qui étaient brunis par la poussière. Donc, directement sous le LEM, là, où est-ce qu'il y a le moteur qui a fait la poussée, il n'y a absolument rien. Aucune trace de poussée. Donc, même s'il y a supposément une très faible atmosphère, très faible gravité, c'est 14 tonnes. Là. Ça prend quand même une poussée de ralentissement. Sinon, ça serait écrasé complètement sur la Lune. Là. Regardez les pieds du LEM, comment ils sont propres. Pas aucune poussière dessus. Les astronautes, en plus, ils racontent qu'il y a une couche de poussière de 15 cm. Mais malgré ça, aucune trace de poussière sur le LEM. Donc, moi, quand j'imagine la poussière lunaire, là, c'est un petit peu comme peut-être du soufre ou, tu sais, quand on touche au barbecue. Fait qu'ici, on a une photo d'un astronaute, de quoi qu'il y a de l'air, là, s'il se roule par terre, puis ça ressemble à ça, là. On voit que il est sale, là. On voit qu'il y a la caméra dans son cou. Encore une autre photo du LEM qu'on voit tous les panneaux. Ça a l'air flambant neuf. Donc ici, on voit de plus près le moteur. Qu'il n'y a absolument rien sous le moteur. Les débunkers officiels ils disent que la poussée a été coupée juste avant, mais c'est impossible parce que ça serait écrasé. On voit même dans les vidéos de la NASA que le moteur est coupé juste une fois que les pieds touchent au sol. Donc, ces photos-là auraient été prises par les astronautes. C'est des belles photos. La NASA, ils disent qu'il y a eu beaucoup d'échecs, mais qu'ils ont gardé seulement les bonnes photos, mais c'est pas ce qu'on va voir plus tard. Donc, je vous avais déjà parlé des rayons gamma aussi. On va voir l'échelle des rayonnements de la puissance. On a à gauche les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges. Au milieu, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, puis plus loin, les rayons cosmiques. Donc, on voit que les rayons cosmiques sont bien plus puissants que tout ce qui existe sur Terre. Selon des rapports qu'on peut consulter, il y aurait eu des tempêtes solaires pendant que les astronautes auraient été sur la Lune, ce qui est complètement impossible parce qu'il aurait été totalement irradié. Une étude de juin 2000 de l'Institut atomique français, que je vous mets en lien, qui s'appelle « Radiation cosmique, danger de l'espace ». C'est dans le rapport qu'eux ont produit. Donc, tous les photographes professionnels connaissent les dangers de passer seulement un portique de sécurité. Là, je parle pas des appareils récents. Je parle des appareils photo où on utilisait des films conventionnels à sel d'argent. Donc, tout bon photographe professionnel sait que la radiation affecte très rapidement les films de photographie. La personne qui avait pris en photo l'accident de Tchernobyl l'a appris à ses dépens. Là, on va voir la photo qu'il avait prise. Il y a beaucoup de bruit. Le film a été exposé, là, puis il a seulement passé par-dessus assez rapidement. Là, ils ne sont pas restés longtemps. Même dans les aéroports, on peut voir des avertissements comme celui-ci qui est fait par le gouvernement français, je crois. On explique là, le danger de ne pas mettre des films dans la soute à bagages, de garder toujours ces films avec soi. Parce qu'eux utilisent des rayons X là, pour détecter, pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans les bagages. Donc, quand ça passe dans leur machine à rayons X, les films se retrouvent exposés ensuite. Sauf que vous avez vu les photos faites par la NASA sur la Lune. L'appareil n'est pas vraiment protégé contre les rayons cosmiques. Donc, on pourrait croire que le même résultat, même pire qu'à Tchernobyl, se produirait sur les photos. Là. Pourtant, ils sont clean cut.
haute définition, d'une qualité de studio, mesdames et messieurs. Donc, on voit bien la caméra ici, qu'il n'y a aucune protection quand on sait très bien que ces rayons-là traversent des épaisseurs d'acier sans problème, comme si ça serait de l'air. Là, je vais laisser le bénéfice du doute aux débunkers qui disent que l'équipement de l'astronaute protège des rayons cosmiques. Pour moi, ça fait pas de sens, là. Ça a l'air d'un manteau. Comme je disais, ça prendrait au moins 10 pouces de plomb là, pour le protéger. Donc, pour de telles particules, ça prendrait des matériaux composites avec différentes couches de plomb, d'hydrogène et d'eau, par exemple. L'appareil choisi par la NASA est un Hasselblad 500EL avec des optiques Zeiss. Hasselblad est une marque suédoise très connue des photographes professionnels. C'est un modèle qui était très utilisé. Donc, ces appareils ont traversé les ceintures de Van Allen, ont pris plusieurs photos sur la Lune, sont revenus et ont retraversé les ceintures de Van Allen, puis les photos sont impeccables. Vous avez vu, c'est impossible. Une autre question qu'on pourrait se demander, c'est comment les astronautes ont arrivé à changer les pellicules. Parce qu'ils ont pris environ 1000 photos par mission. Une cartouche, ça avait seulement 60 shots max ou 24-36. Il aurait fallu qu'ils retournent à l'intérieur du LEM à chaque fois qu'ils changeaient une cartouche. Ça, c'est sans compter la température auquel l'appareil puis les films étaient exposés. La pellicule n'aurait pas résisté à une température de moins 100 degrés. Ça serait brisé, tu sais. En plus, ça s'enroule, tu sais, dans le mécanisme. Faut pas oublier que les astronautes sont restés 2 heures entre 2 et 3 heures pendant la mission Apollo 11. Puis ils n'ont pas seulement fait que prendre des photos. On s'entend que pour juste de prendre 1000 photos, de tout changer les cartouches, ils ont fait des vidéos aussi, ils ont planté un drapeau, ils ont fait du rover, ils ont lancé des objets, ils ont sauté. Ça fait beaucoup de choses en 2h30. Est-ce qu'il y avait vraiment le temps de prendre toutes ces photos-là qui sont toutes parfaites? On a aussi ramassé 100 kg de roches lunaires puis inspecté le LEM s'il était correct, s'il allait bien. Les températures à la surface de la Lune, c'est moins 114 degrés au soleil et moins 180 degrés à l'ombre. Donc encore là, on ne va pas discuter si les combinaisons des astronautes étaient assez robustes pour supporter ce froid-là. Mais les appareils, on voit sur les photos qu'il n'y avait aucune protection. Juste avec la dilatation thermique, la contractation à cette température-là, le mécanisme n'aurait même pas fonctionné. Le boîtier n'est pas pressurisé, fait qu'il aurait complètement explosé avec le vide spatial. Même si, comme les debunkers disent, on ne ressentirait pas les températures sur la Lune, ce qui est faux. On va faire semblant qu'ils ont raison. Il faudrait que l'appareil soit quand même pressurisé. Voici une photo de l'intérieur de l'appareil. On voit la complexité du mécanisme. Juste avec le changement de température, les pièces ils se contractent en diminuant de température, ça fonctionnerait tout simplement plus. Comment voulez-vous que ces pièces tiennent ensemble dans le vide spatial? L'appareil il exploserait. Donc c'est soit qu'il n'y a pas de vide, puis que l'appareil est à moins 114 degrés, ou qu'il y a du vide spatial, puis que les pièces sont pas pressurisées, puis ça l'exploserait. Dans un sens ou de l'autre, ça marche pas. Juste d'amener un appareil à moins 40 dehors l'hiver, c'est la limite que ces films-là pouvaient supporter. Sinon, ils cassent, ils craquent. Mais c'est pas encore le pire. Comme je vous disais tantôt, il y a des photographes professionnels qui ont analysé les photos de la NASA. Je pense qu'ils n'étaient pas conscients à ce moment-là que la profession de photographe allait devenir très populaire.
Donc, ils ont laissé des belles preuves sur les photos qui ont été faites finalement en studio. Si on suit la théorie que les photos auraient été prises en studio, à ce moment-là, il n'existait pas les technologies avec les écrans verts comme maintenant. C'est la technologie de front projection qui a été utilisée pour faire les photos de l'alunissage de la NASA. Donc, la technique de front projection, technique portée à son paroxysme à l'époque par Stanley Kubrick et son fabuleux film 2001, L'Odyssée de l'espace, qui a été sorti en quelle année? Il a été sorti en 1968, un an avant l'alunissage d'Apollo. Kubrick avait dans son équipe 25 des plus grands spécialistes en effets spéciaux qui étaient issus de la NASA, finalement, ces gens-là. Le tournage débute en 65 et pour la première fois, Kubrick interdit le plateau aux journalistes, à tout le monde. Le film qui a utilisé les mêmes lentilles Zeiss que la NASA en plus. Il a pris 4 ans à tourner, puis les technologies dedans, c'était beaucoup plus poussé que qu'est-ce que les Américains ont montré finalement. Donc, on pourrait croire que ça a été tourné en studio par la même équipe, étant donné que il avait développé cette technologie de front projection justement pour faire l'Odyssée de l'espace. C'était la première fois qu'on utilisait cette technique-là, avec aussi beaucoup d'informatique, des déplacements de caméras mécaniques, beaucoup de nouvelles technologies qui sont arrivées dans ce film-là. Parce qu'il voulait il voulait pas des décors en papier mâché puis en carton, il voulait que ce soit vraiment réel. C'est quand même difficile pour quelqu'un qui n'a jamais vu ce genre de technologie-là, de différencier la front projection. On voyait beaucoup dans les vieilles émissions, les dessins animés, le genre de fond qui bouge, puis que le plan frontal, tu vois que ça fait pas partie de la même image. Il y a toujours, on retrouve toujours la même particularité, c'est la fameuse ligne de crête qui sépare les deux plans. On va vous montrer de quoi que ça a l'air sur les photos. Puis toutes les photos des missions Apollo ont cette même ligne de crête de séparation. Donc on voit ici des exemples. On peut voir là, que la densité, le focus de l'image est différent. Là. Ça ne devrait pas tomber de beaucoup de détails puis directement à plus flou en arrière. Là. Ça devrait être comme être graduel là, vers le fond de l'image. Il ne faut pas oublier que la NASA avait envoyé plusieurs sondes pour cartographier tout l'endroit où elle allait atterrir. Il y avait même un simulateur de vol pour se pratiquer à atterrir. Donc ici, on a des maquettes vraiment faites avec beaucoup de détails. Là, on voit qu'on prend les photos faites par le Lunar Orbiter pour faire au millimètre près là, la reproduction. Donc, c'est vraiment un travail de précision, là, de longue haleine. On voit les zones plus sombres, les reliefs. Fait que tout ça, ça servait à entraîner les astronautes à se poser. Il y avait un simulateur, on va le voir. Donc, voici le Landing Simulator. Si on compare avec les photos de l'alunissage de Apollo 15, on voit même que l'image du simulateur a de l'air plus belle quasiment. Donc à gauche, on voit les images du simulateur de la NASA. Puis à droite, des photos des images de Apollo 15, l'alunissage. Donc, suivons la possibilité que ces photos-là auraient pu être prises en studio. C'est quoi les preuves qui pourraient nous faire affirmer ça? On va aller voir ça. Une des preuves qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grosse différence entre le soleil et l'éclairage artificiel. Le soleil, lui, va éclairer tout de manière vraiment homogène, on pourrait dire.
surtout sur la Lune, un paysage qui est assez monochrome. Donc, si on compare avec une photo qui a été faite dans le désert, ça devrait ressembler à ça. Il ne devrait pas avoir de zones plus sombres, même plus loin dans la photo. L'intensité de la lumière du soleil est la même partout. Sur la Lune, en noir et blanc, ça devrait être encore plus uniforme. Vous voyez, au loin, 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 il y a la même intensité devant qu'au loin derrière. Est-ce le cas sur les photos prises par les astronautes? On va voir. Non, pas du tout. On voit bien qu'il y a des zones plus sombres. Il y a vraiment une grosse différence de luminosité entre la gauche et la droite de la photo. Le soleil ne peut pas faire ça, c'est impossible. Puis c'est comme ça sur presque toutes les photos de la NASA. Vous voyez, l'intensité est beaucoup plus faible derrière que devant la photo. En photographie, ce phénomène est très connu. On appelle ça le hot spot. L'endroit qui est éclairé par le projecteur va être très lumineux, puis ça va graduellement diminuer autour. On appelle ça le fail-off, la chute de lumière. On voit bien le phénomène avec l'astronaute ici. C'est très, très, très éclairé sur le corps de l'astronaute, sur la partie à droite. Puis, on voit que s'il y a nulle part où il y a la même intensité de lumière que ça. Puis si on zoome sur son casque, on voit encore plus là, le phénomène. Puis le soleil ne peut pas faire cela, c'est impossible. Mais ça, c'est rien. Il y a des photos que c'est fait comme sur un plateau de cinéma avec des panneaux réfléchissants. On va le voir. Ici, on a la photo disponible sur la NASA. Une photo qui est très populaire là, quand on parle d'anomalies. Pour un œil normal, ça semble être correct. Donc, les numéros sont tous numérotés en ordre. Puis si on continue. Donc, celle-ci est 4 photos plus loin. Là, sur cette photo-là, on comprend bien que le soleil est derrière le LEM. Donc, si le soleil est derrière le LEM et qu'il y a une seule source de lumière, présentement, on serait supposé on ne voirait pas l'astronaute pratiquement. Pour les œils experts, il y a des reflets là, qui ne trompent pas. Sur les parties métalliques, là, même sur le talon droit de l'astronaute, il y a des reflets qui peuvent être seulement faits avec des panneaux réfléchissants. C'est soit des projecteurs ou des panneaux réfléchissants. Sinon, l'ombre, elle serait supposée d'être complètement uniforme, qu'on voirait du noir. Tu sais. Donc, si on revient à la photo qui est après, on sait que le soleil est derrière le LEM. Qu'on regarde l'astronaute maintenant, on serait supposé de voir une tache noire. Là. Ensuite, il y a une autre façon de différencier la lumière du soleil, c'est que les ombres vont être toujours parallèles sur un plan horizontal, parce que si on regarde sur le plan vertical, ça ne fonctionnera pas. Étant donné que la source de lumière est tellement éloignée, les ombres vont se suivre. Donc ici, regardez les rochers qui sont devant la photo. Les ombres vont vers le coin droit. Et regardez l'ombre du LEM. L'ombre va vers une autre direction. Si ce serait le soleil, les ombres seraient dirigées exactement vers la même direction. Fait que c'est impossible. Donc, un photographe professionnel, vous lui montrerez ça prendrait même pas une seconde qu'il aurait trouvé l'erreur. Il y a simplement qu'à tracer une ligne qui va vers la source de lumière, puis ça nous donnerait... On pourrait positionner comme ça où est la source de lumière. Fait que ça nous donnerait à gauche de l'image. Donc, encore une autre. On a l'ombre du LEM qui va en diagonale. On a l'ombre de l'astronaute. On a l'ombre du drapeau.
l'ombre du caillou. Donc, ils vont pas dans la même direction. Donc, cette photo-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plus disponible maintenant sur le site de la NASA. On pourrait croire qu'ils l'ont enlevé parce qu'il y avait des anomalies dessus. Mais on peut quand même les retrouver parce qu'il y a des gens qui sont passionnés depuis 40 ans, qui font des recherches, puis ils ont tous sauvegardé ça. On peut les retrouver quand même, sauf qu'elle n'est pas officielle. Le documentaire de Matsuko, ça dure 3h30, c'est vraiment fait avec un travail minutieux. Lui, il a pris toutes les vidéos, il les a toutes analysées, puis il a trouvé les astronautes avaient des antennes sur leur équipement, mais si on suit l'antenne plus haut, on peut voir parfois des reflets. Matsuko, il a pris toutes les photos de la NASA officielles, il les a fait imprimer sur des papiers de qualité. Ensuite, il a essayé il a entré en contact avec les plus grands photographes du monde. Il a réussi à avoir 4 des plus grands photographes de renommée mondiale, des spécialistes en éclairage surtout. Puis les personnes qu'il a choisies, ils ne voulaient pas faire affaire avec lui au début. Fait qu'il a seulement dit je veux juste que vous analysez les photos de manière technique. Je veux pas qu'on essaye de porter des conclusions. Les 4, ils ne s'avaient jamais attardé à ça. Puis ils ont été très surpris, puis ils ont les mêmes réactions exactement. Il y en a même un qui a dit par la suite, si ce serait lui qui les aurait faites, il aurait fait mieux que la NASA. Il y en a un qui a dit qu'il ne sait pas si on a vraiment marché sur la Lune, mais ces photos-là sont fausses, c'est sûr à 100%. Un autre qui a dit que ces gens-là sont stupides d'avoir fait ça. Sur la photo de la NASA, toutes les ombres mènent à une source lumineuse qui se situe juste en dehors du cadre et que cela ne peut donc pas être le Soleil. Nous avons montré cette même photo aux photographes professionnels. Qui c'è un problema di direzione di ombre, cioè c'è quest'ombra qui che è così e queste qui che sono diagonali così. La domanda qui è, secondo te a che distanza era sorgente, più o meno? A occhio, cioè, può essere il Sole che fa una diagonale? No, perché il Sole essendo lontano non può fare una diagonale. Le ombre devono essere parallele a queste distanze. Lo giustificano se c'è la fonte è qui, non se la fonte è a milioni, non so quanta distanza c'è tra il Sole e la Luna, ma insomma milioni di chilometri, non so. Perché a quel punto, a quella distanza, la luce praticamente va nella stessa identica direzione. Thorenberg possède justement dans son studio une photo qui illustre parfaitement le problème. Così sono le ombre del Sole, cioè maledettamente tutte diciamo nella stessa identica direzione, perché il Sole, vedi questo è un Sole al tramonto, no? Molto basso, ma vedi come, voglio dire, nonostante la profondità dell'immagine, cioè l'ombra è assolutamente parallela, non può andare questa di qua e questa cominciare ad aprirsi in questo senso, non ha nessun senso, non può essere. Il Sole è comunque lontanissimo, quindi queste ombre che vanno di qua e questa che va di qua non ha senso, vuol dire che il Sole è qua, cioè a qualche metro di distanza. Oh, guarda. No, dovrebbe esserci un palo qua. Se c'è un palo, vabbè, ma se io mi immagino qua un bel crane con un bel Ari da 12.000 fa totalmente queste luci qui, cioè quella luce che viene da qua viene qua e quella là va là. Look at the shadows here and the shadow there. Can this be this? No, but they're getting worse and worse, I have to say. Look, you have a picture, it's like one shadow comes from here, one shadow comes from here, and there's only one sun apparently. According to those shadows, where would you place the source more or less? It's here on the left. That's very funny. Because the source should be like here, because that would give a light like this, and that would give this shadow here. Right. But only if it's like a pretty close source. Qui? Che c'è due tipi d'ombre. Come dici? Due tipi d'ombre, un'ombra che va per così e un'ombra che va per così. Ma è assurda questa. Qui c'è un'illuminazione che viene da questa parte e qui da questa. Quindi secondo te, giudicando questa foto, dov'è la fonte?
Basta fare così, qui, più o meno qui. A questa altezza, fra l'altro. Quindi ovviamente non può essere il Sole. No, il Sole è all'infinito, quindi sono parallele. D'autres photographes professionnels sont également surpris de ces différences de lumière tout à fait inexplicables. È chiaro che qua c'è una caduta di luce strana. Il sole arriva così, ma è strano che qui sia più buio che lassù, sembra un riflettore messo non centrato bene. Anche qui, che strano, perché questo sorgente luminoso. Sembra ci sia una lampada con attorno un riflettore, tipico delle lampade da studio. La scurezza della parte scura di qua, della parte in ombra qua, è superiore alla parte in ombra qua. E non dovrebbe essere. E non dovrebbe essere uguale. Qui effettivamente ci si domanda cos'è che crea questa fascia di ombra, perché in teoria è un deserto e quindi sì, anche qui no, perché è più scuro qui, sembra come che non c'è motivo che queste colline sia, perché il sole è a milioni di chilometri, sì, potrebbe essere lo scuro dovuto diciamo al fatto che il sole sta tramontando, è radente, ma radente fa delle ombre semmai più lunghe, ma non questo tipo di ombra. Se fossimo in una sala di posa o se avessimo puntato un grande faro in questa scena, per quanto grande sia il faro non può mai avere una luminanza come quella naturale del sole e quindi per forza si creano delle cadute di luce. In studio hanno molto senso, in effetti diciamo in studio questo è giustificabilissimo, però qui non ha molto senso, dovrebbe essere piattamente, uniformemente illuminato dal sole. Sì, e le cadute qua sono pazzesche. It's very funny, that's totally spotlight. But it's totally spotlit, no? It's not like at all a big light channel over there. Yeah, that is funny. That is like totally lit. It's absolutely true. And I know these pictures, I've never thought about it. Meno è più scuro il terreno di lontananza. Sì. E non si capisce perché. Non si capisce perché. Il sole dovrebbe illuminare il terreno. Tutto da tutte le parti, è all'infinito la luce praticamente, no? E sono illuminate queste cose qui, il terreno dovrebbe essere come qui. Infatti. Solito discorso. Dà la sensazione di uno spot. Qui, sì. Proprio un sirio, ecco. Un grande sirio. Un sirio, pour ceux qui ne sont pas du métier, est un gros et puissant projecteur de cinéma. Venons-en maintenant à l'un des aspects les plus connus et débattus de toute la question lunaire, les photos des missions Apollo. Pour les analyser en détail, nous nous sommes appuyés sur l'expérience de plusieurs photographes de renommée mondiale qui ont travaillé pour les revues les plus prestigieuses du monde. Ce sont tous des photographes qui exerçaient déjà leur profession dans les années 70 et qui utilisaient quotidiennement les mêmes appareils photo et les mêmes pellicules que ceux utilisés par la NASA pour les missions Apollo. Nous vous les présentons brièvement. Tony Thorimbert, reporter, portraitiste, photographe de mode bien connu. À partir des années 70, il a travaillé pour les revues les plus prestigieuses en Italie et dans le monde. Thorimbert a aussi signé plusieurs livres de photos et a fondé une photo factory où il tient régulièrement des séminaires sur les techniques photographiques. Ses œuvres ont été montrées dans plusieurs expositions photos dans le monde, parmi lesquelles la Biennale de Venise et la Triennale de Milan. Aldo Falai, photographe de mode connu avec plus de 40 ans de carrière internationale. À partir des années 80, il fut le photographe officiel de Giorgio Armani. Avec son style sobre et raffiné, Falai a contribué à définir l'image de la mode qui a caractérisé pendant plusieurs décennies la ligne Armani dans le monde entier. Falai a publié plusieurs livres de photos et ses clichés ont fait l'objet de nombreuses expositions qui lui ont été consacrées. Oliviero Toscani, photographe de mode connu dans le monde entier. À partir des années 70, il a littéralement révolutionné l'image de la mode avec son style anticonformiste. En plus d'avoir travaillé toute sa vie pour les plus grandes revues du monde, Toscani a signé quelques-unes des campagnes publicitaires les plus débattues et révolutionnaires de leur époque, comme celles de Benetton, de Fiorucci et de Jesus Jean.
Peter Lindbergh. Au sommet depuis plus de 40 ans, Lindbergh a commencé à être connu dans les années 80 pour avoir découvert et lancé sur la scène mondiale celle que l'on a appelée les supermodèles. L'équipe composée de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatiana Pattis, Kate Moss, Christy Turlington, qui ont dominé la scène de la mode internationale dans la dernière décennie du XXe siècle. Lindbergh est le seul parmi les professionnels de la photo à avoir été appelé pas moins de 3 fois pour réaliser le prestigieux calendrier Pirelli en 1996, en 2002 et en 2017. Photographe préféré de nombreuses stars du cinéma, de Charlotte Rampling à Penelope Cruz, de Uma Thurman à Nicole Kidman, Lindbergh est aujourd'hui considéré tout simplement comme l'un des plus grands photographes au monde encore vivant. L'auteur de ce film, Massimo Mazzucco, a également travaillé plus de 20 ans comme photographe de mode, collaborant avec d'importantes revues en Italie, aux USA, en Allemagne ou encore en Australie. De fait, les photographes professionnels pensent que pour obtenir un résultat de ce type, il est nécessaire d'utiliser soit de grands panneaux réfléchissants, soit des lumières additionnelles placées du côté du photographe. La tesi, diciamo, del complotto dice: siamo sulla Luna, non c'è nemmeno il cielo, non c'è l'atmosfera a farti da riflesso. Ormai qui è chiaro, cioè, questa luce non corrisponde a questa, diciamo. Esatto. In effetti è vero, non corrisponde. Diciamo, guardandolo attentamente da un punto di vista, diciamo dovrebbe esserci un pannello bianco qua, perché la luce sia così. Cioè, questo qui, ma neanche se tu sei in riva al mare, hai un riverbero, hai una cosa che va così, con la luce così protetta, ma questo in effetti è veramente incredibile. Anche qui, guarda che dettaglio c'è qui. Cioè, dove c'è la luce è bene, dove c'è l'ombra non si vede un cazzo, c'è un buco nero. Invece qui avrebbe senso se qua ci fossero tutti dei pannelli di polistirolo, ma grandi però. Così che illumina caspita, cioè. È possibile avere, senza l'atmosfera che fa del riflesso, un controluce con esposizione quasi uguale qui e qui, in luce diretta e luce riflessa? Ci vuole un riflettore, insomma, un controluce così. È chiaro che ci sono dei riflessi qui del metallo, che vuol dire che c'è una sorgente di luce dalla parte di chi fotografa. Lo vedo soprattutto nei riflessi qui, no? Vuol dire che da questa parte qui c'è una sorgente di luce. No, non c'è l'aria da sole. Non c'è questa, per esempio, tutto questo c'è un'aria da lampada di studio. Questo schiarimento qui, c'è questa luce sulla scala, per esempio, da dove viene? Quello che mi impressiona è che il sole, un controluce così, in più riesco a vedere i dettagli di questo riflesso su questo oro. Da dove viene? Perché qui il cielo è nero. Il cielo è nero, non c'è. L'unica riflessione è la sabbia, però dovrebbe essere molto più luminoso sotto e non sopra. Questo riflesso sopra qui da dove viene? A meno che abbiamo portato dei grandi riflettori, ma non credo, insomma. La luce viene da dietro al modulo, no? L'astronauta o presunto tale è al buio totale e è illuminato. Perché?